bonjour à toutes et à tous. Dans un monde où les plaques tectoniques géopolitiques semblent bouger constamment, les grands raouts diplomatiques deviennent vraiment des moments clés à décrypter. C'est particulièrement le cas du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui s'est tenu récemment à Samarcande. Il a vraiment attiré l'attention. Aujourd'hui, on plonge dans la stratégie diplomatique chinoise, et notamment sa fameuse diplomatie de voisinage. On l'observe de près, surtout que les pressions américaines restent une constante de fond. Notre exploration, elle va s'appuyer sur deux articles parus dans les Échos fin août 2025, spécifiquement les pages 6 et 7. Ils nous offrent un éclairage assez intéressant sur ce sommet, les relations de la Chine avec ses voisins et puis aussi le contexte commercial global qui est plutôt tendu. L'objectif, c'est de démêler un peu les fils de cet écheveau complexe et de comprendre ce qui se joue réellement derrière les poignées de main. Alors, commençons par planter le décor. Ce sommet de Samarcande, mi-septembre 2025, c'était pas juste un sommet ordinaire, n'est-ce pas Sam? Non, effectivement, c'était un événement très significatif. D'abord, par le lieu, Samarcande en Ouzbékistan, un carrefour historique quand même. Ensuite, par le timing, et les participants, c'était la toute première sortie de Xi Jinping hors de Chine depuis début 2020, enfin depuis le début de la pandémie. Ça, c'est déjà un signal fort en soi. Ah oui, quand même. Et il n'était pas seul. Une vingtaine de chefs d'État étaient là, dont Vladimir Poutine et Narendra Modi. Rien que de rassembler ces dirigeants, dans ce contexte-là, c'était déjà un message, quoi. Et l'OCS elle-même, pour ceux qui la connaîtraient un peu moins, qu'est-ce que cette organisation représente exactement? Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai, elle a été fondée il y a une vingtaine d'années. Initialement, c'était plutôt pour régler des questions de frontières et de sécurité régionale après l'effondrement de l'URSS. Les membres fondateurs, c'est la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Mais elle s'est élargie depuis. Elle a intégré l'Inde et le Pakistan, et puis plus récemment l'Iran. On le voit d'ailleurs sur la carte publiée dans les Échos. Et la Biélorussie est aussi candidate. C'est un ensemble qui pèse lourd, environ 40% de la population mondiale et près d'un quart du PIB global. Un poids démographique et économique considérable, oui. Mais au-delà des chiffres, quelle est sa vocation, sa raison d'être, disons? C'est là où l'interprétation devient intéressante. Officiellement, l'OCS se présente comme une structure de coopération axée sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le séparatisme, l'extrémisme et puis aussi sur l'économie. Mais bon, elle est surtout perçue et sans doute utilisée par certains de ses membres, comme la Chine et la Russie, comme un contrepoids aux alliances dominées par l'Occident, genre l'OTAN. Elle promeut une vision multipolaire du monde et un modèle de gouvernance qui met, disons, moins l'accent sur les valeurs démocratiques libérales. D'accord. Ce n'est pas une alliance militaire comme l'OTAN, attention, ni une zone de libre-échange très intégrée. C'est plutôt un forum pour affirmer une alternative politique et stratégique. Voilà. Dans ce cadre-là, quels étaient les objectifs précis de la Chine en organisant ce sommet avec autant d'éclat? Qu'est-ce que Pékin cherchait à démontrer au fond? Pour la Chine, ce sommet, c'était une véritable mise en scène stratégique. Il y avait plusieurs objectifs qui s'entremêlaient. Le premier, très clairement affiché d'ailleurs dans les Échos avec ce terme de diplomatie de voisinage, c'était de renforcer ses liens et son influence directe sur son environnement immédiat, l'Eurasie. Montrer quel est le centre de gravité régional incontournable. Une manière de sécuriser son arrière-cour, en quelque sorte? Exactement. Et ça mène au deuxième objectif. Projeter l'image d'un pôle d'influence alternatif au leadership occidental et surtout américain. Montrer qu'il existe une autre façon d'organiser les relations internationales, moins interventionniste selon Pékin, et que ce modèle attire des partenaires majeurs. Troisièmement, il s'agissait de contrer activement ce que la Chine perçoit comme une politique d'endiguement américaine. On pense aux initiatives comme AUKUS ou le Quad, cette dernière regroupant les USA, le Japon, l'Australie et l'Inde, qui est membre de l'OCS. Ça montre bien la complexité du jeu. Oui, c'est vrai. Et Pékin critique vivement ces formats-là. Et le quatrième objectif, j'imagine qu'il est économique. Tout à fait, c'était l'occasion de relancer et de réaffirmer l'importance des nouvelles routes de la soie, la fameuse BRI Belt and Road Initiative, ce projet pharaonique d'infrastructures et de connexions commerciales. L'Asie centrale, c'est vraiment le cœur terrestre de la BRI. Donc Samarcande, c'était l'endroit idéal pour réaffirmer l'engagement chinois dans cette région clé, surtout après les ralentissements dus au Covid et puis les critiques croissantes sur l'endettement. En résumé, le sommet était une démonstration de force à la fois diplomatique, économique et idéologique.
Parmi les rencontres qui ont été scrutées à la loupe, il y avait évidemment celle entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions contre Moscou, qu'est-ce qui se jouait vraiment entre eux? Ah, cette rencontre était cruciale, surtout pour Moscou en fait. La Russie, qui est largement isolée sur la scène occidentale, avait désespérément besoin de montrer qu'elle conservait des partenaires puissants. Elle cherchait un soutien politique et surtout économique de la part de la Chine. Pékin est devenu un acheteur essentiel pour les hydrocarbures russes qui sont boudés par l'Europe. Mais la Chine, elle, avance prudemment. C'est-à-dire, pas un soutien inconditionnel? Non, pas vraiment. Pékin offre un soutien économique et diplomatique, par exemple, en reprenant certains éléments de langage russe sur l'OTAN, mais se garde bien, d'après ce que rapportent les sources, de fournir une aide militaire directe. Ça pourrait l'exposer à des sanctions secondaires occidentales, et ça, elle veut l'éviter. L'enjeu principal de cette rencontre xi-poutienne, c'était donc l'affichage. Afficher une forme d'unité face à ce que les deux pays décrivent comme l'hégémonie américaine. Une image forte, même si les intérêts, au fond, ne convergent pas totalement. C'est un partenariat stratégique, oui, mais asymétrique, où la Chine a clairement le dessus maintenant. Une unité de façade donc, mais une façade stratégiquement importante, on comprend bien. L'autre présence notable et peut-être plus complexe à analyser, c'était celle de Narendra Modi. Mhm. L'Inde est dans l'OCS, mais aussi dans le Quad. Ça la place dans une position assez unique. Comment New Delhi navigue entre ces appartenances? Mais c'est l'un des grands exercices d'équilibriste de la diplomatie mondiale actuelle, ça. L'Inde pratique ce qu'on appelle souvent le multi-alignement. D'un côté, elle a des tensions frontalières sérieuses et récurrentes avec la Chine dans l'Himalaya, l'article le mentionne. De l'autre, elle maintient des liens historiques forts avec la Russie, qui est son principal fournisseur d'armement depuis des décennies. Participer à l'OCS, pour elle, ça lui permet de dialoguer avec la Chine et la Russie et de peser sur les dynamiques régionales en Asie centrale. Et le Quad alors, dans cette équation? Le Quad, avec les États-Unis, le Japon, l'Australie, c'est vu par l'Inde comme un outil essentiel pour contrebalancer la puissance chinoise en Asie, notamment dans l'océan Indien. Donc la présence de Modi à Samarcande, c'était aussi pour s'assurer que l'OCS ne devienne pas un bloc purement anti-occidental ou trop dominé par le tandem sino-russe. Il devait d'ailleurs aussi rencontrer Poutine, ce qui souligne l'importance des liens russo-indiens. Une rencontre Xi-Modi était possible, mais délicate vu les tensions. L'Inde cherche clairement à préserver son autonomie stratégique et à maximiser ses options dans un monde qui tend à se repolariser. C'est une position de plus en plus difficile à tenir d'ailleurs. On voit bien la complexité de ces jeux d'alliance et de rivalité au sommet. Déplaçons un peu le regard vers la région haute, l'Asie centrale. Les articles soulignent que Pékin y voit des débouchés commerciaux cruciaux. Concrètement, comment ça se manifeste, cette relation économique? L'Asie centrale est absolument vitale pour la stratégie chinoise, bien au-delà de l'affichage diplomatique du sommet. C'est le pont terrestre naturel entre la Chine et l'Europe. C'est le cœur du corridor économique de la BRI. Le transport ferroviaire de marchandises entre la Chine et l'Europe via cette région a littéralement explosé ces dernières années. Et la guerre en Ukraine a, paradoxalement, renforcé l'importance de cette route. Ah bon? Comment ça? Parce que la route traditionnelle qui passait par la Russie est devenue problématique pour beaucoup d'acteurs économiques occidentaux, mais même asiatiques. L'article suggère que ça met en lumière des itinéraires alternatifs, notamment via le Kazakhstan et la Caspienne, qui contournent la Russie. Du coup, la Chine a tout intérêt à stabiliser et à développer ces routes alternatives passant par l'Asie centrale. Donc un enjeu logistique et géostratégique énorme. Et pour les pays de la région eux-mêmes, qu'est-ce que ça implique? Pour eux, la Chine est devenue le partenaire commercial numéro 1, supplantant la Russie dans la plupart des cas. Elle investit massivement dans les infrastructures, routes, pipelines, etc. Mais c'est une relation qui est très déséquilibrée. L'article des Échos donne un chiffre assez parlant, un excédent commercial chinois de 1,4 milliard de dollars avec le seul Kazakhstan en 2021. Ah oui. La dynamique est classique, hein. La Chine exporte des produits manufacturés, des technologies, et elle importe massivement des matières premières, pétrole, gaz, minerais, dont elle a besoin pour faire tourner son économie. Ce qui soulève des questions sur la nature de cette dépendance, j'imagine. Absolument. L'article mentionne des critiques sur ce schéma. Ça peut enfermer les économies centra-asiatiques dans un rôle de fournisseur de ressources brutes, sans grand transfert de technologie ou développement industriel local. Et puis, il y a l'ombre de la dette. Beaucoup de projets BRI sont financés par des prêts chinois, et certains pays se retrouvent lourdement endettés, ce qui peut évidemment accroître leur dépendance politique vis-à-vis de Pékin. Ce n'est pas détaillé en profondeur dans ces pages spécifiques, mais c'est un contexte bien connu. Revenons au cadre plus large.
Le titre d'un des articles, c'était Face à Donald Trump, la Chine met en scène sa diplomatie de voisinage. Bon, même si Trump n'était plus président en 2025, cette référence est intéressante. Comment ce sommet de l'OCS s'inscrit-il dans la réponse chinoise aux pressions américaines qui, elles, persistent? Oui, le titre est un peu un raccourci, mais il pointe bien vers l'origine de l'intensification récente de la confrontation sino-américaine, surtout sur le plan commercial qui a démarré sous la présidence Trump. Mais la rivalité stratégique, elle, dépasse largement sa personne et s'est poursuivie depuis. Ce sommet de Samarcande, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie chinoise pour contrer ce que Pékin considère comme une politique américaine d'indignement. En renforçant l'OCS, en y attirant des pays non alignés ou même des rivaux des États-Unis comme l'Iran, la Chine cherche à construire un pôle d'influence eurasiatique autonome. Une sorte de démonstration que la Chine n'est pas isolée et qu'elle peut fédérer autour d'elle. Précisément, c'est une manière de dire à Washington « Votre tentative de nous isoler, ça ne fonctionne pas. Nous, on a notre propre réseau d'amis et de partenaires, et on renforce nos liens. » L'OCS devient ainsi un véhicule pour promouvoir la vision chinoise d'un ordre mondial multipolaire, où les États-Unis ne seraient plus l'unique hyperpuissance qui définit les règles du jeu, quoi. Et cette rivalité a des effets très concrets sur l'économie mondiale. Ça va bien au-delà des sommets diplomatiques. Un autre article de la page 7 qui concerne le Mexique l'illustre assez bien. Oui, c'est un excellent exemple de la façon dont la compétition sino-américaine rebat les cartes du commerce international. L'article explique que le Mexique a décidé d'augmenter fortement les droits de douane sur une large gamme de produits importés de Chine, acier, aluminium, textile, etc. Officiellement, c'est pour protéger l'industrie locale, mais bon, la pression américaine en arrière-plan est assez évidente. C'est le fameux nearshoring dont on entend parler. Exactement. Les États-Unis encouragent activement leurs entreprises à relocaliser leur chaîne d'approvisionnement plus près de chez eux, soit sur leur sol, reshoring, soit dans des pays voisins et alliés comme le Mexique, nearshoring, qui est partenaire dans le cadre de l'accord commercial USMCA, l'ex-ALENA. L'objectif non dissimulé, c'est de réduire la dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine et de contrer son influence économique, y compris dans l'hémisphère américain. Ces taxes mexicaines s'inscrivent parfaitement dans cette logique-là. On voit donc la pression américaine d'un côté, la contre-offensive diplomatique chinoise de l'autre, et l'Europe dans tout ça. La même page mentionne une initiative de l'UE vis-à-vis des États-Unis. Oui, et c'est un contraste intéressant qui montre que tous les acteurs ne réagissent pas de la même manière. L'Union européenne, elle, semblait chercher à ce moment-là, en août 2025, à apaiser ses propres tensions commerciales avec Washington, des tensions héritées notamment de l'ère Trump. L'article parle d'une proposition européenne visant à éliminer mutuellement tous les droits de douane sur les biens industriels. C'est une démarche qui visait clairement à consolider le partenariat transatlantique. Une stratégie différente de celle de la Chine, donc. Oui, l'Europe tente de naviguer plus en finesse, si on peut dire. Elle définit sa relation avec la Chine selon la fameuse trilogie partenaire, concurrent, rival systémique. Tout en reconnaissant la rivalité, elle cherche aussi à préserver des espaces de coopération et surtout à renforcer ses liens avec les États-Unis qui sont considérés comme un allié fondamental face aux incertitudes mondiales et à l'affirmation de la Chine et de la Russie. Cette offre commerciale à Washington s'inscrit dans cette volonté de resserrer les rangs de l'Alliance occidentale, tout en essayant d'éviter une confrontation frontale systématique avec Pékin. Bon, si on essaie de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle, quels seraient les points saillants à retenir de cette analyse des dynamiques autour du sommet de Samarcande en se basant sur nos sources étrangères? Je retiendrai 5 points clés. Premièrement, le sommet de l'OCS a été une plateforme majeure pour la Chine, pour projeter sa puissance diplomatique, consolider son influence en Eurasie via sa diplomatie de voisinage et promouvoir activement une alternative à l'ordre international mené par l'Occident. C'était un message pour ses voisins, mais aussi pour Washington. Deuxièmement, les relations bilatéraux au cœur de ce sommet révèlent des stratégies complexes. Le rapprochement sino-russe, celui qui est affiché, sert d'abord à faire front commun contre la pression occidentale. Mais il est basé sur un soutien chinois qui est calculé et prudent. L'Inde, quant à elle, poursuit un jeu d'équilibristes délicat, tentant de maintenir des liens avec tous les camps pour préserver son autonomie stratégique face à une Chine avec laquelle les tensions restent quand même vives. L'Asie centrale est un pivot économique et logistique absolument essentiel pour la Chine. La BRI, les ressources, les marchés. Mais cette relation est marquée par un déséquilibre croissant.
Ça soulève des questions de dépendance économique et d'endettement pour les pays de la région, qui pourraient devenir des sortes de vassaux modernes si on pousse un peu la critique. Quatrièmement, ce sommet et les manœuvres qui l'entourent s'inscrivent sans équivoque dans le cadre de la grande rivalité stratégique et économique entre la Chine et les États-Unis. Cette compétition majeure redéfinit les flux commerciaux mondiaux et les alliances. L'exemple des pressions américaines sur le Mexique pour limiter les importations chinoises l'illustre bien. Et enfin, cinquièmement, l'Europe cherche sa propre voie dans ce contexte. Elle tente de renforcer ses liens transatlantiques, notamment en apaisant les différends commerciaux avec les États-Unis, tout en maintenant une approche plus nuancée et différenciée vis-à-vis de la Chine que celle de Washington. C'est une tentative de ne pas être simplement un pion dans le jeu des dos géants, quoi. C'est une synthèse très éclairante, merci beaucoup. Ça laisse songeur tout ça. D'un côté, on observe cette consolidation d'un bloc eurasiatique, peut-être informel mais bien réel, autour de la Chine et de la Russie. De l'autre, un Occident qui resserre aussi ses liens. Est-ce que cette tendance annonce une fragmentation de plus en plus marquée, voire une rupture durable de l'ordre mondial en deux camps bien distincts ? Ou bien est-ce que, malgré cette polarisation croissante et ces démonstrations de force, il subsiste une marge, une volonté peut-être, de maintenir des passerelles pour coopérer sur les défis globaux, le climat, la santé, l'économie, qui, eux, ne connaissent pas vraiment de frontières idéologiques ? La question reste entière. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.